Donc nous nous retrouvons ce matin, indépendamment de cette thématique, pour cette journée de rentrée, après donc cette période estivale entrecoupée d'événements sportifs, politiques, et je crois que la politique va encore nous occuper dans les semaines qui viennent. Et je suis extrêmement heureux de vous accueillir ce matin avec tout l'ensemble de notre équipe. Et donc, comme Yves Armel nous l'a précisé, vous êtes nombreux, notamment nouveaux chefs d'établissement, qui allez recevoir votre lettre de mission en fin de journée. Et donc, évidemment, une bienvenue toute particulière à ceux qui nous rejoignent et qui vont découvrir notre fonctionnement. Je le répète également chaque année, mais c'est important pour moi. Je remercie très sincèrement toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont été associées à la préparation de cette journée. Je pense évidemment au conseil de direction de la direction diocésaine, je pense au comité de pilotage qui a été installé au sein de notre direction diocésaine pour cette journée, puis je pense à l'ensemble des personnels qui se sont mis au service, à notre service, pour pouvoir préparer et que nous puissions vivre cette journée de la meilleure des façons, qu'ils soient évidemment remerciés. Cette rentrée de l'enseignement catholique que nous vivons, et c'est ce qui explique qu'on commence un tout petit peu en retard, et c'est normal parce que c'est d'abord une journée de retrouvailles, d'échanges, et ce sont des choses importantes que vous allez vous aussi vivre dans les pré-rentrées des jours qui viennent. C'est donc le point le plus important. Et les échanges, ce matin, vont être évidemment autour de la communication, on l'a dit, et mon propos introductif sera relativement synthétique. Vous avez découvert sur notre invitation un thème, vous avez découvert un titre, un libellé, un réseau résolument reconnu et rayonnant. Alors évidemment, cela n'aura échappé à personne, 4 R, qui, en tous les cas, je l'espère, vont nous aider à retenir ce libellé, et ces 4 R vont, nous l'espérons, nous guider et nous accompagner tout au long de cette année. Alors, 4 R, un peu étonnant, parce qu'il y a maintenant tout juste 4 ans, à cette période-ci de l'année, nous promulguions les orientations diocésaines de l'enseignement catholique d'Ille-et-Vilaine, et un des axes de ces orientations était justement un réseau reconnu et rayonnant. 3 R, 4 R, qu'avons-nous de plus? En tous les cas, je rappelle 3 points essentiels que nous avions notés dans nos orientations à propos de ce réseau reconnu et rayonnant. Nous disions, l'enseignement catholique en Ille-et-Vilaine est reconnu et rayonne grâce à son ancrage éducatif, toujours réaffirmé, qui est une véritable force. Cela doit lui permettre de discerner les indispensables transformations et de s'y engager avec audace. Nous disions aussi, l'enseignement catholique en Ille-et-Vilaine doit davantage communiquer sur son projet et, avec détermination, donner à voir ses belles réussites, à l'interne comme à l'externe. Ceci contribuera à maintenir cette reconnaissance et son développement. Et nous disions enfin, l'enseignement catholique en Ille-et-Vilaine doit mieux accompagner et former ces divers acteurs de telle sorte qu'ils soient davantage participants de la vision solidaire et conscients de l'appartenance à une même famille, ce qui est source de dynamisme, de fraternité et de joie. Voilà ce que nous disions. Et puis, n'oublions pas, il y a tout juste 1 an, quand nous démarrions notre année scolaire, nous avions porté un message fort sur la thématique des mixités. Les mixités, une chance pour tous. Mais alors, du coup, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Allons-nous revenir sur des choses qui ont été travaillées il y a 4 ans ou il y a 1 an? Eh bien, nous avons fait le choix, pour cette année, de nous inscrire dans une forme de continuité et de creuser cette thématique des mixités en la déclinant, vous l'avez compris, notamment sur les champs de la communication et de l'image aujourd'hui de notre réseau d'enseignement. Mieux communiquer pour mieux agir, mieux communiquer pour mieux rejoindre aussi les attentes et les besoins des différents acteurs de notre réseau d'enseignement. Il s'agit bien évidemment d'une thématique qui colle plutôt bien avec le contexte et l'actualité de ces derniers mois, et notamment avec l'actualité de l'enseignement catholique de France. Je vous rappelle, on en a souvent parlé,
le 17 mai 2023, la signature entre le secrétaire général Philippe Delorme de l'enseignement catholique et le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Pape Ndiaye, d'un protocole visant à favoriser les mixités sociales et scolaires dans les établissements privés associés à l'État par contrat. Le rapport de la Cour des comptes quelques semaines plus tard, et puis, plus récent, en avril 2024, c'est la Commission éducation de l'Assemblée nationale qui a rendu les conclusions d'une mission qui a été menée par 2 députés, Paul Vannier, qui a été réélu le 9 juillet dernier, LFI NUPES Val d'Oise, et Christopher Westberg, dont la fin de mandat est justement du 9 juillet, Renaissance, député des Français hors de France. Eh bien, ce rapport sur le financement public des établissements scolaires privés, un rapport, et vous le savez, plutôt à charge, et qui fait passer des dérives marginales pour un système de fraude généralisée. Bien évidemment que ceci nous a heurtés de plein fouet. Mise en cause de notre modèle économique, désigné comme cause de la ségrégation sociale, accusé aussi de trop user de nos marges de liberté accordées par la loi Debré. Et nous en reparlerons aujourd'hui assurément. Donc ce rapport interroge de plein fouet, bien évidemment, notre manière d'être associés au service public d'éducation. Et c'est probablement cela qui nous a fait le plus mal dans ce rapport. Mais l'enseignement catholique n'a pas attendu ces événements ou ce contexte. L'enseignement catholique n'a pas réagi de manière épidermique à ces événements et à ces attaques, mais je pense que l'enseignement catholique a su montrer son vrai visage. Des actions avaient déjà été engagées, de nouvelles actions aussi ont été engagées. Et l'une d'entre elles, qui va nécessairement rythmer notre rentrée, c'est, en lien avec le protocole que j'évoquais tout à l'heure, la mise en place de la base de données du secrétariat général de l'enseignement catholique, ITEMS, base d'information et tableau de bord des données économiques au service de la mixité sociale, qui va se mettre en place. Une base de données qui vise à mettre plus clairement à disposition de tous des informations sur la réalité économique de nos établissements, y compris sur les montants des contributions familiales. Ce qu'on pourrait appeler peut-être cette vérité des prix devrait aussi combattre un certain nombre de clichés et d'autocensure de certaines de nos familles ou de certaines familles. Et puis, dans le contexte, on parle aussi beaucoup des contrôles des établissements qui se développent, qui ont démarré ici, chez nous, en Ille-et-Vilaine, des contrôles de type financier, avec la Direction générale des finances, mais aussi des contrôles qui vont arriver, qui sont des contrôles plus pédagogiques, que l'on appelle encore des contrôles loi Debré, et qui sont des contrôles que nous allons également subir, auxquels nous allons être confrontés. En tous les cas, des contrôles que nous souhaitons avoir pour pouvoir aussi plus clairement afficher notre façon d'être, notre façon de vivre, de travailler et de pouvoir agir en toute transparence. Et puis, l'enseignement catholique n'a pas attendu, mais s'est lancé depuis maintenant un grand nombre d'années à différents niveaux, au niveau national, au niveau régional et au niveau diocésain, dans une démarche prospective. Et la démarche prospective de l'enseignement catholique d'Ille-et-Vilaine s'inscrit pleinement dans la démarche prospective de l'enseignement catholique de France, en étant, nous le souhaitons vivement, au rendez-vous des mutations fortes qui nous attendent en termes de projets d'éducation. En ce qui nous concerne, évidemment que cette démarche prospective doit aussi, parce que c'est de notre responsabilité, prendre en compte les effets démographiques et les baisses des effectifs. Action engagée encore à l'échelon diocésain, c'est un travail étroit entre la direction diocésaine et l'UDOGEC 35 que je souhaite évoquer justement sur les contributions familiales, les contributions étagées ou différenciées, parce que nous sommes convaincus que c'est un levier essentiel pour favoriser les mixités. Comment donner des repères en la matière? Un cadre, pas du tout quelque chose de normatif, mais un cadre. Et nous préparons actuellement un document cadre qui sera
l'objet de notre analyse, de notre réflexion et de notre travail lors des 11 réunions de pays que nous organisons cette année avec vous entre le 5 novembre prochain et le 4 février 2025. Action engagée toujours, l'ambition qui est la nôtre et qui est forte, portée sur l'école inclusive, qui est pour nous une véritable priorité et qui se concrétise, vous le savez, par l'installation de dispositifs spécifiques en collège, en école, en lycée, dispositifs Ulysse pour les jeunes en situation de handicap. Nous travaillons aussi, et vous le savez, et je crois qu'il faut le dire et le redire, une relation toute particulière dans notre département avec les établissements médico-sociaux. Des unités d'enseignement externalisées s'implantent, modestement, mais s'implantent. Et je ne sais que trop vous remercier pour démarrer avec nous ce travail qui fait sens dans le projet qui est le nôtre, même si, je le sais, je le dis, ces partenariats sont des partenariats complexes, sont des partenariats qui sont à interroger sur le modèle financier, sur le modèle éducatif, sur le modèle pédagogique et sur les aspects également réglementaires, je le sais. Mais je tenais vraiment, dans mon propos introductif, à remercier très sincèrement les différents acteurs que vous êtes pour entrer dans cette dynamique et dans cette réflexion. C'est un choix fort de l'enseignement catholique d'Ille-et-Vilaine que nous portons au service des jeunes et au service des familles. Puis d'autres actions et d'engagement montrent que l'enseignement catholique est résolument un acteur clé du service public d'éducation. Je vous disais tout à l'heure que dans le rapport, c'est peut-être ce qui nous avait fait le plus mal. Nous sommes clairement une clé de ce service public d'éducation. Et nous inscrivons bien dans cette dynamique. Alors, oui, aujourd'hui, en lien direct avec les orientations diocésaines qui affirment que nous sommes un réseau reconnu, résolument reconnu et rayonnant, et ce qui se vit aujourd'hui concrètement dans vos établissements. Évidemment, tout en faisant preuve, et c'est important, d'une nécessaire humilité, nous pouvons affirmer qu'il y a 4 ans, nous étions un peu visionnaires lorsque nous rédigions ce projet qui nous anime. Les 3 points que nous avons travaillés il y a 4 ans sont toujours d'actualité et vont nous guider dans nos actions nouvelles à partir de cette année. Notre journée du 27 août 2024 va donc nous permettre de mieux préparer individuellement et collectivement à dire et à redire ce que nous sommes, qui nous sommes, ce que nous faisons, pour qui et au nom de qui. Et nous sommes véritablement un réseau résolument reconnu et rayonnant. Un réseau, en tous les cas, qui communique. Merci donc de votre écoute sur ces aspects qui sont évidemment essentiels et évidemment de cette reconnaissance et de ce rayonnement, il va falloir que nous puissions nous activer. Et c'est justement l'objet du travail que nous allons aujourd'hui mener. Nous allons donc évidemment évoquer ces différents aspects et ce réseau résolument reconnu et rayonnant. Ah, non, il n'y a pas de souci. Non. Ce réseau donc résolument reconnu et rayonnant doit communiquer. Et sûrement, entre ce qui a été vécu il y a 4 ans et ce qui est vécu aujourd'hui, nous avons certainement des manières différentes de communiquer. Et chacun d'entre vous, dans les responsabilités qui sont les vôtres, vous allez avoir à communiquer auprès de vos familles, auprès des différents acteurs de votre communauté éducative pour également porter ce message.
Vous parlez de communication, même si j'adhère à 100% de vos propos et si je suis acquis à la cause depuis plus de 15 ans, voilà, il se trouve que c'est pas toujours facile de communiquer. Moi, je me suis retrouvé pendant mes vacances à un mariage en face d'une femme qui m'a littéralement sauté à la gorge lorsque j'ai essayé d'expliquer ce qu'était l'éducation catholique. Elle m'a dit ouvertement que l'enseignement privé c'était uniquement pour les enfants de ministres ou de cadres supérieurs, que le rapport de la Cour des comptes avait bien dit que demander 3 000 euros à un attendez. C'était pas normal, qu'en plus dans une fratrie s'il y avait un handicapé c'était même pas la peine. Elle a fini par dire à l'assistance si ce sont des établissements privés, c'est bien que ça veut dire que c'est pas ouvert à tout le monde. Ah d'accord. Excusez-moi monsieur, mais vos états d'âme là, vraiment, c'est à un moment que vous interrompez monsieur Pellé, vous avez troublé la séance avec vos souvenirs de vacances. Madame, excusez-moi, ce ne sont pas les souvenirs de vacances, ce sont juste des réflexions professionnelles. C'est pas grave que nous soyons pris à partie pour des réflexions. Eh bien, vous n'aviez qu'à pas parler travail pendant vos vacances. À quoi j'ai peut-être à me faire sauter à la gorge par toutes les femmes. Alors, monsieur Pellé parlait d'inclusion, de handicap. Je ne crois pas que la misogynie en fasse partie. Merci pour votre intervention, Arnaud. Merci, ça fait toujours plaisir. Merci, Florence. Merci, c'est gentil. Merci en tous les cas à Arnaud et à Florence d'avoir illustré d'une manière peut-être un peu caricaturale, léger euphémisme, les propos qui étaient les miens, mais peut-être pas si caricatural que ça, et peut-être que, effectivement, cela va nous donner à réfléchir sur les réactions que les personnes que nous rencontrons ont sur le fonctionnement de l'enseignement catholique. En tous les cas, un jeu d'acteurs, Arnaud et Florence, qui nous met d'entrée de bain dans les enjeux qui se montrent à nous et qui va, en tous les cas, éclairer nécessairement le regard qui peut être porté sur notre réseau. Alors, c'était une première scène un peu surprise, et nous allons proposer à Arnaud et à Florence de pouvoir animer une deuxième scène, mais cette fois-ci, on les invite vraiment, et vous pouvez les applaudir à nouveau. Bonjour. Bonjour Madame Portal de la Rigoletterie. Bonjour monsieur. Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors, dites-moi. Alors voilà, je suis venue aujourd'hui parce que je souhaiterais vivement inscrire mes 2 enfants au sein de votre établissement. D'accord, c'est très bien. Alors, est-ce que je peux vous demander ce qui motive cette inscription dans un premier temps? Alors, je dois dire que mes 2 enfants ont des profils un petit peu particuliers. D'accord. Ils sont très différents, en tout cas, et voilà, et je suis sûre qu'ils seront enchantés d'être inscrits dans votre établissement, qui m'a été chaudement recommandé par mes voisins ainsi que par les paroissiens. Très bien, c'est formidable. Nous sommes ravis d'accueillir vos enfants qui s'appellent Jean-Kévin et Julie Cassandra. Très bien. Alors Julie, Kévin et Jean-Cassandra seront les bienvenus, je vous en prie. Non, c'est l'inverse. Ah. Jean-Kévin et Julie Cassandra. D'accord, très bien. Alors dites-moi. Alors, voilà, JK, c'est Jean-Kévin. D'accord. On a pris l'habitude de l'appeler de cette manière parce qu'on lui parle en anglais depuis qu'il est tout petit. Il est brillant, intelligent, bilingue. D'accord. Et tout naturellement, on s'est dit que
en l'inscrivant dans l'enseignement catholique, il pourrait trouver, voilà, de par la qualité de l'enseignement qui est proposé, une ossature qui lui permettrait de grandir, de s'élever et d'être éduqué. Mais tout à fait, notre établissement est là pour ça, madame. Très bien. Et alors, concernant JC, donc c'est Julie Cassandra. Oui. Alors, elle, par contre, on lui parle uniquement en français. D'accord. Depuis sa naissance et déjà... Oui. Comment vous dire ça de manière appropriée Alors, elle n'est pas vraiment brillante, ni intelligente. D'accord. Et justement, on s'est dit que l'enseignement catholique, de par la qualité de son enseignement, pourrait lui permettre de trouver une ossature qui lui permettrait de l'élever, de grandir et de l'éduquer. Mais tout à fait, notre établissement est là pour ça aussi, madame. Merci, je savais que je frappais à la bonne porte. Mais tout à fait, nous allons pouvoir passer aux modalités d'inscription. Ah, c'est vrai, donc c'est bon, on est sélectionné, enfin on peut... Ah oui, oui, tout à fait. Ah non, mais vraiment, c'est un soulagement, surtout pour Julie Cassandra. Ah oui. Je vous avoue, parce que on ne savait pas trop voilà, ce qu'on allait pouvoir faire. C'est-à-dire je ne sais pas comment vous donner une image. Imaginez une triathlète qui a raté le départ et qui s'est pris la barrière de sécurité. Ah voilà, oui. c'est JC. Non mais vous inquiétez pas, Julie Cassandra sera entre de bonnes mains dans notre établissement. Oh, Dieu soit loué. Vraiment. Et donc voilà les modalités d'inscription. Voilà, c'est ça, voilà. On en parlait alors. Dites-moi combien. Ah non mais Non mais vous inquiétez pas, j'ai bien compris que pour avoir de la qualité, il fallait payer. Et voilà, l'argent n'est pas un problème. Voilà. L'éducation de mes enfants n'a pas de prix. D'accord. Elle a un coût, certes, mais elle n'a pas de prix. Merci beaucoup à Psychomédie pour leur intervention. Alors, on va continuer notre progression. Et cette fois-ci, je vais inviter Pierre Marcelier à rejoindre sur scène. Et Michel aussi. Je vous propose peut-être de vous installer là tous les deux, de prendre chacun un micro pour qu'on ait un petit temps de table ronde pour échanger sur le contexte national actuel. Donc on va commencer peut-être par Pierre. Pierre, donc attends, je vais te l'allumer si c'est bon. Je te le passe. Peut-être tout de suite une réaction par rapport à ces deux interventions de Psychomédie sur ces clichés ou représentations. Elle me facilite sérieusement le travail. Une réaction évidemment directe. Merci de le présenter sur ce ton-là, parce que ça nous aide et ça rejoint directement, sans dramatiser, la présentation des choses. Ce qui est le plus, et merci d'avoir choisi ce thème de la communication en contrepoint des orientations diocésaines données, de la démarche prospective, enfin ce que tu as rappelé, Michel. Ce que l'on a vu dans l'actualité de l'année, c'est que la difficulté que l'on rencontre, la difficulté globale de la relation politique aujourd'hui et de l'existence sociopolitique d'un enseignement catholique dans notre pays est liée quasiment pas uniquement, mais très majoritairement à la méconnaissance que nous en avons. C'est quelque chose que l'on avait repéré déjà depuis longtemps, enfin depuis quelques années, puisque c'est inscrit au cœur de la démarche prospective. Aujourd'hui, à la fois dans la classe politique, dans le personnel parlementaire, dans la représentation nationale, mais aussi dans l'opinion, j'y reviendrai, mais aussi dans l'opinion, la méconnaissance de ce que nous sommes est considérable. Et ce phénomène a été relativement rapide. Ce qui allait de soi, notre inscription dans un paysage éducatif, notre capacité à y participer, etc., ça s'est plus qu'émoussé.
Et donc, nous avons des interlocuteurs qui n'ont absolument pas la moindre idée de ce que nous sommes. Et cela se double d'une déformation de l'image qui vient d'être mise en scène ici par Psychomédie. Donc la combinaison des deux, la méconnaissance de nos fondamentaux, le fait que ça ne fasse plus référence. Nous travaillions là pour la commission permanente de rentrée il y a quelques jours. Nous étions tout près d'ici, à Saint-Jacques, au bord de la mer. Et on a eu l'occasion de travailler avec l'ancien, enfin tout jeune ancien, puisqu'il y a 3 mois qu'il est parti, directeur des études qualitatives d'Ipsos, qui a donc beaucoup travaillé sur la perception que les familles peuvent avoir de l'enseignement catholique. Tous nos éléments de langage habituels, à commencer par la liberté de choix, également mise ici en scène, eh bien ces mots-là ne font plus partie du vocabulaire que les familles ou les Français identifient pour parler de nous. Donc vous voyez qu'il y a un décalage absolument considérable qui vient s'ajouter à la méconnaissance politique qui, en plus, vraiment a pris des proportions qui m'étonnent à l'occasion de l'actualité qu'a rappelé Michel dans la foulée du travail de l'Assemblée nationale sur le rapport Vannier-Weisberg. L'équivalent, la commission sœur du Sénat, a souhaité recevoir Philippe Delorme à peu près un mois et demi plus tard. Bien, même au Sénat, qui est réputé être une assemblée qui nous connaît bien, parce que plus ancrée dans les territoires, parce que, vous savez, la sagesse des sénateurs, etc., il y en avait. Alors, le très grand intérêt, il y avait une 60aine de sénateurs, c'est très rare pour ce genre d'audition. On est généralement, quand on est 20, on est déjà content, donc une très grande attention, une très grande qualité de débat, qui sont d'ailleurs visibles, je fais de la pub, sur le site internet de l'enseignement catholique, mais vraiment, allez le voir, c'est un moment intéressant. Eh bien, c'est plus que de la pédagogie. On a vraiment le sentiment, à chacune des questions, que Philippe Delorme est amené à repartir de zéro, une sorte de b.a.-ba de l'enseignement catholique, du cadre fondamental de la loi de Bré. Tout ça nécessite un travail, et donc merci de vous y atteler. Peut-être, sans être focalisé sur la communication, mais plus généralement sur ce contexte politique qui a encore beaucoup bougé depuis le mois de juin. On est dans une profonde incertitude. On profite que tu sois là parce que tu es aux premières loges pour être en interface avec eux. Et est-ce que derrière ça, il y a pour nous des risques ou des opportunités? Est-ce que la liberté de l'enseignement peut être mise en jeu de manière générale? Comment tu ressens les choses là-dessus? Alors, 2 choses. Pour être en interface, il faut avoir quelqu'un en face. Pour l'instant, j'ai pas. Donc, je blague un peu, mais l'incertitude a effectivement atteint des sommets, mais ça, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous commenter plus que cela l'actualité. Je ferai peut-être 2 remarques. La première remarque, c'est que si la question m'avait été posée sur le contexte, etc., il y a encore une dizaine d'années, 10-12 ans, quand j'ai commencé à cette responsabilité, je vous aurais probablement dit, après tout, cette incertitude de qui sera en face de nous, de comment ça va ne m'inquiète pas plus que ça, parce que, quoi qu'il arrive, ça ne va pas changer grand-chose pour nous. Je ne suis plus en mesure de vous le dire. Je ne veux pas vous faire peur, ce n'est pas du tout l'idée. Je ne suis pas du tout paranoïaque. Mais l'incertitude, tout peut sortir du chapeau. Et nous concernant, c'est le seul point, c'est le point majeur avec lequel je sois d'accord avec Paul Vannier. C'est que Paul Vannier indique dans le propos introductif de son rapport, il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais c'est à peu près, je le formule à ma manière, c'est que le rempart quasi psychotique de 1984, c'est-à-dire on ne touche pas à ça, c'est interdit. Voilà. Najat Vallaud-Belkacem, en son temps, m'avait rapporté qu'au premier conseil des ministres auquel elle a assisté, François Hollande l'a attrapé, j'ai le droit de le dire, c'est une autorité publique, l'a attrapé et lui a dit « tu fais ce que tu veux, mais tu ne touches pas à l'enseignement privé ». Donc c'était à peu près une constante, quelles que soient les couleurs politiques. Aujourd'hui, c'est moins certain. Je ne suis pas en train de vous dire, faire une forme de Cassandre, et vous dire, attention, vous allez voir, ça va être terrible. Je dis que je ne peux pas vous dire que ça va bien se passer. Voilà.
ce qui est un peu différent. Et notamment, c'est mon deuxième point, ce qui est aussi peut-être un phénomène un peu nouveau, bon, c'est que désormais notre sujet, enfin, le sujet que nous sommes, partage toutes les familles politiques, sauf peut-être LFI. Mais après, je n'ai pas le temps de vous faire le détail, mais je pourrais le faire peut-être au moment du repas avec ceux que ça intéresse, ceux qui veulent venir en discuter. Chacune des familles politiques, RN, LR, PS, les Verts, chacune des familles politiques, en son sein, n'a pas une opinion commune, une opinion partagée en son sein, nous concernant. Ce qui veut dire que le paysage est extrêmement mouvant, et je le redis, on ne sait pas ce qui peut sortir du chapeau. Ce qui suppose un vrai travail alors à la fois d'agilité, mais de très grande communication. Et en particulier, l'image qui est la vôtre, c'est-à-dire que nous, on peut faire un travail au niveau national d'interlocution publique, c'est notre travail, mais il est totalement insuffisant si depuis le premier niveau d'image, celui des familles, celui des politiques locaux, celui des élus, etc., si cette image-là, sous la forme du récit, n'est pas travaillée, eh bien, c'est un peu de proche en proche, le système, comme un château de cartes, se fragilise. Ce qui est arrivé à partir du témoignage d'une maman d'élève, appelée Amélie et ayant ses enfants à Stan, doit fonctionner dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il nous faut ces parents qui vont dire quelque chose, avoir un récit, avoir une conversation estivale pendant un mariage qui soit cohérente et qui apporte les corrections dont nous avons besoin. Seul, comme système, moi je n'ai pas de solution toute faite sur la communication, si ce n'est le travail que vous opérez depuis le premier dialogue initial, ce qui a été mis en scène ici, jusqu'à l'interlocution nationale. Peut-être une dernière question, pourtant, avant que je passe la parole à Michel, sur ces alliés ou opposants au sein des forces politiques. Sur quoi ça clive? C'est quoi l'argument? C'est le religieux? Non, c'est pas du tout. C'est absolument pas une question religieuse. La question religieuse ne sort pas. Elle ne sort pas du tout. C'est vraiment sur une tension, mais qui est normale, qui est classique, qui est une tension entre autonomie des établissements, un système qui favorise l'autonomie des établissements, un système plus subsidiaire, et un système plus centralisé et plus administrativé. Or, il y a des tendances centralisatrices et pilotantes dans toutes les familles politiques. Et il y a des tendances plus libérales, au sens philosophique du mot, dans toutes les familles politiques nous concernant. C'est là la ligne de partage. Elle est sans surprise. Sans surprise, mais on avait peut-être eu le sentiment qu'elle n'existait plus. Merci bien. Michel, peut-être au niveau local, dans nos relations, dans vos relations aux institutions, que ce soit les services de l'État ou les collectivités et les élus, est-ce que vous sentez aussi un déplacement de la relation? Oui. Alors, ce contexte politique, il nous touche, nous aussi. Alors, il ne touche pas tous les territoires de la même façon. Il nous touche assurément en Bretagne. Il nous touche assurément en Ille-et-Vilaine. Même si, aujourd'hui, en tous les cas, on le mesure et on en est heureux, ça n'a pas d'impact sur l'attractivité de nos établissements et les familles qui maintiennent leur confiance. Mais j'en parlerai tout à l'heure parce que c'est un point qui est important. En tous les cas, les relations avec les instances de l'État sont en train de changer. Il y a eu un certain nombre d'événements cette année, notamment on évoquera en collège le choc des savoirs, on évoquera également la manière d'utiliser les moyens de l'enseignement catholique de France descendu en région, en académie et descendu en département. Oui, on sent qu'il y a une ligne beaucoup plus dure et que, à la fois, il ne faut rien lâcher de notre côté. C'est-à-dire que là, je crois que le contexte politique nous impose à aller voir plus précisément encore les contours de la loi Debré. Ça, c'est un premier point que je voulais aborder. Le deuxième point, c'est que ça touche aussi nos relations avec les collectivités territoriales. Moi, je dirais que les collectivités territoriales nous connaissent bien. On les connaît bien, ils nous connaissent bien. Il faut travailler de manière extrêmement étroite et il faut assurément, et notamment quand on parle de l'accueil de tous, être extrêmement en phase sur ce qu'on a besoin d'aller chercher auprès des collectivités territoriales pour favoriser cette mixité. Donc là, on a également un enjeu qui est fort
et dire qui on est, dire comment on fonctionne, et puis aussi démystifier parfois certains fonctionnements. Ça va nous permettre d'avoir assurément, avec les collectivités territoriales, de meilleures relations encore. Et alors nous, évidemment, on parle de la région pour les lycées, on parle du département pour les collèges, et on parle de l'ensemble des communes pour les écoles, mais autant de lieux où il faut qu'on soit présent et où il y a un gros travail de relations et à montrer à chaque fois qu'on est associé au service public d'éducation. Mais, comme je vous le disais, le contexte, pour moi, n'a pas altéré la confiance des familles. Et pour moi, ça, c'est un point important. Sauf que je vous rappelle quand même que quand on compte, parce qu'on fait aussi du quantitatif, quand on fait une rentrée, du qualitatif et du quantitatif, quand on compte nos élèves, il y a les élèves qui étaient en 6e et qui passent en 5e, et puis qui en général restent dans le réseau, mais il y a aussi les élèves qui entrent dans le réseau. Et là, je pense qu'on a un enjeu qui est important, parce que, en termes de communication et de place que nous prenons dans la société, il faut qu'on puisse, comme nous le faisons depuis des années, attirer de nouvelles familles. Et il ne faudrait pas que le contexte ambiant entache cette confiance de nouvelles familles à nous rejoindre. En tous les cas, il me semble que pour nous, c'est un véritable enjeu, et notamment, comme je le disais dans le propos introductif, un enjeu d'autant plus que nous sommes dans un contexte de baisse démographique. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un enjeu qui est un enjeu fort. Parce que nous avons quand même une spécificité. On en parlait quand on échangeait il y a quelques jours là, sur la journée d'aujourd'hui. Nous sommes, nous, un établissement, un enseignement catholique qui propose des établissements à caractère propre. Je me souviens, Pierre, on en parlait. Et ces établissements sont des établissements où les parents nous rejoignent, pas que pour l'aspect confessionnel. On le sait très bien. Et c'est ça qui nous donne une très grande chance et une très grande liberté. Et il nous faut absolument maintenir cette prise directe avec les nouvelles familles et maintenir cette confiance pour que nous puissions proposer ce projet d'éducation chrétien à un plus grand nombre dans un cadre qu'on connaît bien, dans lequel il y a du professionnalisme et où on sait faire. Donc ça, c'est pour nous une chance et c'est pour nous évidemment un enjeu qui est extrêmement fort. Et juste, je terminerai par une sorte de contrepartie. Évidemment qu'avec les instances de l'État et avec les collectivités, il y a peut-être des règles nouvelles qui vont s'installer. Il va falloir composer nécessairement. C'est-à-dire qu'il y a des contours, je le disais tout à l'heure, de la loi Debré, qui peut-être, de notre côté, n'étaient pas non plus extrêmement clairs, Pierre, je crois. Et qu'il va falloir nécessairement qu'on vise l'essentiel, qu'on tienne sur l'essentiel, mais qu'on soit extrêmement prudent. Ça, c'est un point, en tous les cas, sur lequel, cadrage, nécessairement, mais nous, notre volonté, notre liberté, où allons-nous positionner correctement le curseur? Un point essentiel. Oui, donc, je pense que, effectivement, le risque d'une réécriture de la loi Debré, d'un écornement de la loi Debré, etc., demeure quand même assez faible. En revanche, les modifications dans les pratiques sont à surveiller comme le lait sur le feu. Et donc, à la fois dans les pratiques avec l'administration de l'éducation nationale, mais aussi les pratiques avec, en particulier, les collectivités territoriales. C'est une sorte un peu l'équivalent de ce qui serait une jurisprudence, quelque chose qui se construit peu à peu comme de nouvelles pratiques et auxquelles il faut qu'on prête attention. Et donc, de trouver le juste équilibre, et on retrouve la tension qui traverse les formations politiques, entre l'expression de notre liberté à préserver, mais la participation au service public de l'éducation, une sorte de commun éducatif. Nous devrions essayer, peut-être les plus anciens chefs d'établissement d'entre vous se souviennent d'un petit bouquin qu'on a fait paraître il y a maintenant, je pense, 12 ou 13 ans, qui s'appelait l'établissement associé à l'État par contrat, l'autonomie au service de l'intérêt général. Alors, on va essayer de le remettre à jour parce qu'on voit bien que dans le temps qui est le nôtre, c'est un outil dont vous avez besoin. Attention à la manière dont nous vivons la liberté. Moi, je considère qu'il faut qu'on opère une sorte de bascule dans notre tête en considérant que pour nous, au sens de la loi Debré, la liberté n'est pas d'abord un droit, même si elle l'est bien sûr, c'est plutôt, je fais une petite pirouette là, mais elle est d'abord un devoir.
C'est-à-dire qu'il faut que nous vivions pour nous-mêmes la liberté comme une obligation. Nous devons notre liberté de l'enseignement, enfin la mise en pratique, ce que la loi reconnaît comme le caractère propre, hein, c'est ce que dit le Conseil constitutionnel, nous devons l'exercice de cette liberté au système éducatif. C'est ça à quoi nous nous engageons dans le contrat. Dans le contrat, ne nous engageons pas à être mimétiques par rapport à l'enseignement public. Nous nous engageons à apporter un projet éducatif spécifique. Et c'est cela qu'il faut que l'on défende. Je voudrais revenir, je ne vais pas être trop long, mais vraiment insister sur ce qui a été évoqué, mais souscrire totalement à ce qui a été évoqué tout à l'heure sous l'angle du contrôle, enfin des contrôles, hein, parce que ça a beaucoup à voir avec les pratiques qui évoluent. Ne le vivez pas excessivement comme quelque chose qui vient heurter votre liberté, qui vient vous mettre en difficulté, qui est fait pour vous en... Voilà. Ne le vivez pas comme ça. On parle de communication aujourd'hui. Vous parlez ensemble, vous partagez sur la communication. Nous sommes dans une société de la transparence. Si nous n'avons pas le rapport Vanier, pour qui le lira, il tire toute sa mauvaise foi. C'est très facile à regarder dans l'assez génialissime, d'ailleurs, logique, de sémantique, voire de sémiologie. La façon dont c'est écrit est assez extraordinaire, avec des formules du genre « Il n'a pas été possible de s'apercevoir que ça n'existait pas. » Donc ça existe. C'est comme ça que le soupçon généralisé s'est installé. Puisqu'on n'a pas pu prouver que ça n'existait pas, ça doit bien exister, ils doivent bien être en train de nous truander. Donc, il faut absolument que nous fassions librement, j'allais dire, se saisir de notre propre liberté pour être transparent. La base item que tu as évoquée, elle est là pour ça, mais au-delà, chacun des contrôles, la manière dont vous allez, comme il y a eu aussi la démarche d'évaluation, accueillir ces contrôles, dire qui vous êtes, dire en quoi le projet, dire ce que payent les familles ou pas, etc., est absolument fondamental pour nous. Si votre réponse, même si c'est vrai, consiste à dire « vous n'avez pas le droit de me demander ça », l'effet sera délétère, voire mortifère, parce qu'on aura l'impression que... Alors, vous pouvez subtilement dire « je ne suis peut-être pas obligé de vous le donner, cette information, mais après tout, je n'ai aucune difficulté à vous la partager. Hein » C'est bien d'arriver à trouver cette balance-là. Mais le « pour vivre, vivons cachés », c'est terminé. C'est terminé, ça n'a même, si vous me permettez, que trop duré. Alors, dans les 7 minutes qui nous restent, une première question à Pierre. Donc, sur ces enjeux de communication de notre identité, il y a visiblement des enjeux vers les institutions et des enjeux peut-être différents vers les parents, vers les familles. Est-ce que tu repères des enjeux particuliers ou des stratégies particulières sur ces deux niveaux? Voilà. Pour moi, ils sont un peu basiques, mais d'abord repointer que nous avons effectivement identifié dans la démarche prospective le affermir et mieux faire connaître notre projet comme le point d'entrée absolu, comme l'axe stratégique le plus fort. Et par exemple, à l'intérieur de ce affermir et mieux faire connaître notre projet, la question de la démixité sociale et scolaire est venue dans ce chapitre-là. Non seulement quelque chose que nous voulons, que nous souhaitons au titre du projet, mais quelque chose qui, si nous ne le faisons pas, rendra le projet d'éducation catholique totalement inaudible dans la société qui est la nôtre. Je ferme cette parenthèse. Mais nécessairement, la question, les basiques pour nous, je ne vais rien vous apprendre, mais c'est bien de se le rappeler, c'est bien d'y revenir. Les basiques, c'est le projet éducatif. Voilà. Le caractère propre, c'est un projet éducatif spécifique, ce n'est pas le caractère confessionnel de l'école, c'est pas ça. Le caractère propre, c'est un projet éducatif, évidemment, marqué par la tradition chrétienne, mais c'est le projet éducatif. Et le deuxième marqueur, c'est la communauté éducative. La façon dont nous sommes organisés en communauté éducative est un point très très particulier. Nous aurions bien aimé que notre chef d'établissement, tout à l'heure, recevant madame, j'ai oublié son nom, mais il était compliqué, la Goélette, je crois, quelque chose comme ça, n'a à aucun moment dit projet. Elle a dit, notre établissement peut faire ça pour vous, mais il n'a pas dit projet, il n'a pas dit communauté, pour rentrer dans une communauté éducative, etc. Ces deux points-là, pour moi, dans le dialogue initial,
c'est pas si vous dites identité catholique de l'établissement, ça ne voudra rien dire, ça pourra rebouter, ou en tout cas ce sera mal compris. Je ne dis pas qu'il n'y a pas identité catholique et qu'il ne faut pas la servir. Je dis qu'il faut la traduire dans le projet et dans la vie de la communauté éducative. C'est ça la clé de notre communication. D'accord. Merci Pierre. Alors ça, ce que tu dis, tu pourrais le dire partout en France, pas spécifiquement en Ille-et-Vilaine. Alors je pose la question à Michel. Est-ce qu'il y a ici, dans ce territoire, des spécificités, vraiment des particularités qu'il faut que sur ces sujets-là, ces enjeux-là, il y a des choses particulières, soit à mettre en avant, soit à traiter de manière un petit peu plus fine. Et voilà. Tu veux commencer ? Je donne mon sentiment d'abord pour ne pas être... Voilà. Et Michel, vous conclurez comme ça là-dessus. Ouais. De manière très... pile dans l'actualité. Il y a une nouvelle, vous la verrez, vous n'y échapperez pas, une nouvelle polémique est en train de démarrer autour des financements cachés, 1,2 milliard, financements cachés de l'enseignement privé en France, le sujet portant sur le financement des investissements dans les lycées. Voilà, c'est le nouveau sujet. Un long rapport de Mediapart, écrit quasiment par les mêmes que le rapport Vanier, on retrouve des copier-coller, donc on sait très bien, c'est pas un problème. C'est assez drôle, j'ai pas retenu, je ne sais pas si c'est la vice-présidente de la région Bretagne, je pense que c'est la vice-présidente, je ne suis pas sûr, vous irez voir, c'est pas grave. En tout cas, une Bretonne répond à Mediapart, un peu embêtée, et grosso modo, si on voulait résumer son propos, comme elle est taquinée par Mediapart, elle dit un truc du genre « Je voudrais bien ne pas, mais je peux point ». C'est-à-dire, en fait, idéologiquement, j'aurais pas envie, mais ici, en Bretagne, j'ai pas le choix. Bon. Ça, c'est un aspect de la question. Mais on a exactement le revers de la médaille, en tout cas pour ce qui est, mais ça marche aussi avec les collectivités, mais pour ce qui est aussi, et peut-être encore plus, des relations avec les autorités académiques. Par une forme de paradoxe, c'est important que vous en soyez conscients, par une forme de paradoxe, quand on fait à peu près jeu égal avec le public, la tentation mimétique est de nous administrer et la capacité pour nous d'y résister est beaucoup plus forte. C'est étrange. Quand des enseignements catholiques plus petits dans les assemblées de directeurs diocésains rencontrent Michel, ils sont tentés de lui dire « Qu'est-ce que tu dois avoir de la chance en Bretagne, au moins avec tout ce que tu pèses, tu dois leur tenir la dragée haute. » En fait, la réalité est exactement inverse. Dans les territoires où on est fragile, on dérange, enfin fragile ou plus petit, on ne dérange pas, et grosso modo, ça se passe plutôt bien. Dans les territoires où vous faites jeu égal, on va dire ça comme ça, vous êtes plus regardés, la tentation